Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour et bienvenue à tous. Le monde du travail comme un abattoir pour l'employé béninois. C'est la plainte, mesdames, messieurs, plus que persistante, notée ça et là depuis peu. Est mise à l'index la loi numéro 2705 du 29 août 2017 qui aurait fait des employeurs, non pas des patrons d'entreprise, mais plutôt des bourreaux du personnel exerçant. Qu'en est-il exactement? À la loupe, dans ce numéro de votre émission 100% Bénin, l'univers des travailleurs béninois, 4 ans après la promulgation de la fameuse loi. Ce sera autour du thème loi sur l'embauche au Bénin, nécessité d'une relecture, le débat avec un employé en situation et un juriste. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Deogracias Gouvidé, observateur de la vie sociopolitique, il est par ailleurs. Deogracias Gouvidé, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Je vous remercie. En face de vous, comme annoncé, un juriste, Miguel Hueto, c'est d'elle qu'il est question. Elle est spécialiste en question de droits humains. Elle a accepté de nous accompagner pour des moments d'éclairage. Madame Miguel Hueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci à vous pour la disponibilité. Loi sur l'embauche, qu'est-ce qu'elle aura fait couler assez d'encre et de salive, mesdames, messieurs, qui vous souviennent. Mais 4 ans après, on a l'impression que l'eau n'a véritablement pas pu couler sur les ponts. Nous avons sur ce plateau, comme annoncé, un cas d'employé qui pourra nous dire un peu plus quels sont les moments d'épreuve. Peut-on les considérer comme vraiment liés à cette loi sur l'embauche et que faut-il faire? Entre autres questions qui constitueront le fil d'Ariane de ce numéro de votre émission. Monsieur Deogracias Gouvidé, une fois encore, merci pour la disponibilité. Alors, vous nous dites que tout n'est plus rose pour le travailleur béninois ou que c'est plus que compliqué désormais, pour reprendre votre expression. Oui. De quoi est-il question? Absolument. Et comme vous avez su présenter le décor, et le travailleur au Bénin actuellement est lésé. Est vraiment lésé parce que dès la promulgation de cette loi, beaucoup de travailleurs subissent énormément des frustrations, et puis quand vous regardez dans l'ensemble, vous n'aviez pas véritablement vers qui aller pour vous faire entendre. Et c'est ce que nous subissons la plupart dans des sociétés dirigées par des Béninois comme nous. Même pas des Béninois? Même pas des Béninois comme nous. C'est vrai qu'il y a d'autres expatriés qui sont dans le cas, mais la plupart sont nos frères, nos concitoyens, nos grands frères, nos parents, et qui nous, entre griffes, nous rend un peu plus esclaves. Loi sur l'embauche, elle a déjà 4 ans d'âge. Oui, qu'est-ce que le temps passe si vite. Madame Miguel Hueto, vous avez su, monsieur Gouvidé, qui dit frustration sur frustration, et en face, vous avez l'impression qu'il n'y a vraiment personne vers qui vous retournez. Est-ce que de ces plaintes vous parviennent, vous, dans votre rôle de protection des droits humains? Merci Joël. Je voudrais déjà rappeler qu'en 2017, donc à l'avènement de cette loi, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu énormément de remous, et je me souviens encore, comme si c'était hier, il y a eu des alertes parce que nous avions en son temps décortiqué cette loi. Nous avions relevé un certain nombre de manquements relativement à la protection des droits du travailleur béninois, et nous avions donné donc l'alerte. Mais malheureusement, ou si vous voulez, malgré cela, la machine
à continuer de fonctionner. La loi a été votée, elle est passée au peigne fin par la Cour constitutionnelle, donc au contrôle de constitutionnalité. Elle a été promulguée par le chef de l'État. 4 ans après, je pense qu'on en a fait l'expérience. 4 ans, c'est largement suffisant pour aujourd'hui qu'on s'asseye et qu'on se regarde dans le miroir. Et M. Govide n'est pas le seul, si vous voulez, la seule personne aujourd'hui dans notre pays à réclamer qu'une attention particulière soit donnée au contenu de cette loi, parce que beaucoup se plaignent. Au même titre que lui, énormément de personnes se plaignent, notamment les personnes qui sont dans le secteur privé. Au niveau de l'État, on sait à peu près, au regard des lois qui régissent le fonctionnement de nos institutions étatiques, de nos structures étatiques, on connaît les conventions collectives et autres. Et on sait aussi que dans ces structures étatiques, les syndicats, les travailleurs sont très dynamiques, contrairement au secteur privé où, malgré l'existence de ces syndicats-là, ils peinent vraiment à défendre ou à obtenir gain de cause lorsque les personnes qui animent ces syndicats lancent des cris d'alerte. Donc, cette loi aujourd'hui, je crois qu'elle est à l'usure. Je pèse mes mots. Oui, elle est à l'usure au regard de certaines dispositions. Et vous savez, une loi est censée protéger non seulement l'employé, mais aussi l'employeur. Et c'est peut-être ça qui fait que parfois on s'enlise dans un certain nombre de considérations. On n'a jamais demandé à ce que la loi protège l'employé au détriment de l'employeur. Mais il y a un minimum. Dans cette loi-là, il y a des principes. Le SMIC, c'est le minimum que l'on demande à un employeur, de payer à la personne qui met à son service son temps, sa capacité intellectuelle ou sa force de travail. Mais c'est aussi de respecter les horaires de travail. C'est 8 heures de temps par jour. On sait que dans beaucoup de structures, ce n'est pas respecté. Ensuite, c'est les conditions même de travail. Vous savez, parfois, pour que l'employé puisse donner le meilleur de lui-même, il faut que l'environnement de travail soit adéquat, qu'il puisse lui permettre de s'éclore et de pouvoir offrir au mieux de ses capacités afin que l'entreprise puisse prospérer. Après, il y a les aléas qui sont relatifs à la rupture du contrat de travail. Parfois, cette rupture de contrat peut intervenir de façon brusque, sans forcément tenir compte des règles, de tout ce qui est prévu par la loi. Enfin, il y a les possibilités qui sont offertes à l'employé lorsqu'il y a cessation de contrat de travail. Parce qu'on ne peut pas exiger à un employeur de garder un employé s'il ne le désire plus ou si les conditions ne s'y prêtent plus. On va essayer de passer un peu au peigne fin chacun de ces points-là avec M. Govide. M. Govide, parlons par exemple de l'horaire de travail. Comment ça se passe pour l'expérience qui aura été la vôtre? Bon, malheureusement pour moi, moi je n'ai jamais respecté ce que le législateur a prévu. Vous? Oui. Vous êtes, vous faites à votre tête, c'est ce que vous l'avez dit? Non, non. C'est ce qu'on m'impose. Ah, donc, vous n'avez jamais pu travailler selon au regard des prescriptions, c'est cela? Des prescriptions préétablies par le législateur. Donc expliquez-nous, ça se passe comment ou ça s'est passé comment à votre niveau? Par exemple, pour moi, ma petite histoire, vous allez au boulot, on vous dit que l'heure l'heure d'arrivée est 7h30. C'est ça. Et vous sortez à 19h, c'est ce qui est écrit. Oui. Mais vous ne sortez jamais à 19h. Vous sortez souvent à quelle heure? Non, c'est quand le boulot finit. Moi, je suis commercial par exemple, mais je suis responsable commercial de la boîte et je dois faire les livraisons seul. Je dois tchatcher les clients, je dois assurer les prospections, je dois conduire moi-même. Je n'ai pas de chauffeur. Donc, vous voyez un peu, quand je vais à la livraison, je suis dans une zone un peu loin de Cotonou. Donc, les aléas de la route, la voie, l'embouteillage, oui, j'irai, parfois vous rentrez même des fois à 23h00. Ah bon? Oui. Et ce n'est pas comptabilisé? Ce n'est pas comptabilisé. Ne dites pas que c'est considéré comme si vous avez travaillé du 7 à 19h.
Non, non, même on a dit 7h à 19h, mais que vous aurez 1h30 de pause à midi. Quand vous allez par exemple pour raison de boulot et que vous êtes en ville, vous êtes en train de faire des livraisons, vous n'allez pas vous reposer. Vous n'allez pas laisser les clients vous reposer. Et quand ça se passe comme ça, quand vous arrivez au-delà de 20h, 19h, vous êtes le dernier peut-être à marquer votre présence et l'heure de retour. Mais à la fin du mois, on constate que les supplémentaires, malheureusement chez moi, c'est un quota qui est fixé. Et quand tu ne fais pas, c'est ça, on t'applique. C'est-à-dire que vous pouvez faire travailler 14 heures de temps, mais c'est ce qu'on avait fixé au départ qu'on continue de vous payer. C'est comme si les heures supplémentaires n'ont jamais existé. Voilà, exactement. Mais vous avez un délégué de personnel, ça se discute comment? Le délégué de personnel est lié. C'est-à-dire? Il n'a pas de pouvoir en tant que délégué du personnel. Et un délégué du personnel est l'émanation du choix du personnel. Et comment se fait-il que finalement il se retrouve... Malheureusement, dans les structures privées, le délégué du personnel est choisi. Donc ce n'est pas... Expliquez-vous. Ce n'est pas choisi par ses pairs? Non, non, pas l'employeur. Chez vous, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. C'est l'employeur même qui vous dit voici votre délégué du personnel. C'est lui qui parle à votre nom. Oui, c'est lui qui parle. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas venir vers lui avec un sujet où il aura la tête sur les épaules pour faire face à l'employeur, parce que lui-même, il est salarié. Il porte le même titre que moi, donc c'est un choix. Donc, il ne peut pas vous défendre de façon conséquente. Là, donc, vous voyez que c'est... Quand on prend la question d'horaire de travail, dans le cas d'espèce, vous êtes seul à subir cela ou un certain nombre? Non, c'est tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Et vous n'arrivez pas à trouver une formule pour pouvoir en parler à l'employeur? L'employeur sait. L'employeur sait très bien. Moi, par exemple, mon cas est même mieux. Il y a des gens qui sont au boulot à 5h30 et qui sont à 18h. Mais je suis sur un plateau sérieux, vous pouvez mener vos investigations. Vous allez comprendre ce que je dis. Il y a des gens même qui sont sans contrat. La plupart du temps, de ceux-là qui travaillent correctement... Ils sont sans contrat, mais ils viennent au boulot. Ils viennent au boulot et on les paie par semaine. Donc on peut les remercier à tout moment. Ça là même, c'est sans état d'âme. Mais M. Gouvidé, est-ce qu'il faut se plaindre de l'employeur dans ce cas? Est-ce que le problème, ce ne sont pas les travailleurs eux-mêmes? Non, non, ce sont les tests et le contrôle des tests qui font que certains employeurs se comportent ainsi. Parce que vous allez voir dans d'autres structures privées, ces genres de dérives ne sont pas constatés. Je reviens vers vous, mais Madame Ruto, dites, un employeur qui vous engage, qui ne respecte pas le temps de travail, qui plus est, vos prérogatives ne sont pas prises en compte. Et malgré ça, vous restez. Où est la faute du test? Où est la faute de l'employeur? Vous faites bien de poser la question sous cet angle, parce que justement, c'est là où j'ai envie de dire, c'est comme une corde que les employés ont au cou. Les employés? Oui. Certains ont bien envie de s'en débarrasser, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Simplement parce que on vous dira chez nous, Amodé à Bonagbedeoa, vous dire simplement, tu n'as pas trouvé mieux. Et même si les conditions sont désastreuses, tu t'en contentes d'abord, tu continues de chercher le meilleur et le jour où tu en trouves, tu peux partir d'ici. Je vous dis que la situation du travail est si préoccupante que l'employé se voit vraiment lié. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays où de plus en plus, joindre les deux bouts devient difficile pour nombre de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Et dans cet univers-là, c'est d'autant plus difficile pour ces personnes de se détacher d'un environnement de travail quoique opprimant. Pourquoi? Parce que, voyez, notre société est conçue de sorte que vous êtes seul peut-être ou vous avez une famille.
restreinte, une petite famille, mais vous avez aussi une grande famille derrière. Et la question souvent que les gens se posent, c'est de savoir si je prends mes distances avec cet emploi-là, comment je fais face aux charges qui m'attendent? Aux charges fixes d'abord, de la petite famille, aux charges de la famille élargie, aux charges même liées au travail que la personne fait. Vous connaissez le SMIC. Et ça fait un moment que les uns et les autres s'acharnent à demander à ce que le montant soit revu à la hausse. Puisque vous avez constaté, au même titre que nous, qu'il y a eu de nouvelles taxes, de nouveaux impôts ces dernières années. Le SMIC, il est resté au même quota, au même taux, il n'a pas évolué. Les charges, la vie est devenue encore plus chère. Je veux dire, le pouvoir d'achat, c'est davantage réduit. Et donc, ça devient un peu comme un serpent qui se mord la queue. Ne pas respecter les horaires de travail pour un employé, ne pas satisfaire à ses revendications. Et pourtant, les gens y restent. Vous savez, à la limite, c'est de la résignation. C'est de la résignation. Et moi, j'aime souvent à dire que, en tant que gouvernant, lorsque vous observez cet état de choses et que l'on ne réagit pas, c'est suicidaire. C'est suicidaire parce que un employé, regardez toutes les bouches qu'il nourrit. Vous imaginez un jour, si ça capote dans le rang des employés, le pays sera paralysé. Et c'est pour ça que c'est important, cette démarche-là aujourd'hui, je veux dire, cette thématique qui est abordée sur ce plateau, pour attirer l'attention des uns, des unes et des autres, pour dire l'urgence aujourd'hui, elle n'est pas à une question de mandat unique. L'urgence aujourd'hui, elle n'est pas des considérations politiques. L'urgence, elle est au mieux-être de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Parce que le droit à un travail décent n'est pas dissocié justement du droit d'avoir accès à un logement, d'avoir accès à l'eau potable, de pouvoir satisfaire à ses besoins vitaux. Tout est lié. Tout est lié. Alors, lorsque vous évoquez ces conditions, le rapport avec employeur, comment ça se passe? Ça se passe quand même au mieux si on considère que ce n'est que le travail supplémentaire qui vous est demandé. Ou bien là encore, il y a à dire. Là, je vais rebondir rapidement sur un aspect qu'elle a souligné, que mon vis-à-vis a souligné. Et je vais évoquer le cumul de postes. Vous êtes recruté, par exemple, pour être commercial. Et pour raison de ne pas perdre, de sauvegarder votre job, on vous dit, par exemple, à partir d'aujourd'hui, vous devenez caissier. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous cumulez, entre autres, le poste de commercial au caissier et vous acceptez avec les contraintes que jadis vous subissez, vous cumulez à ça. Mais quand vous n'êtes pas dans un domaine donné et qu'on vous met dans ce domaine, il y a ces risques. Quand vous êtes caissier, par exemple, vous devez vous attendre forcément à des manquants de caisse. Pourquoi forcément? C'est un métier qu'on a appris et il faut pouvoir les essayer. Vous l'avez précisé, oui. C'est peut-être les risques du métier, mais a priori, vous n'êtes pas caissier pour perdre de l'argent. Bon, on est d'accord. Maintenant, si ce n'est pas votre domaine, vous y arrivez accidentellement, vous devez vous entendre avec votre employeur. Si vous ne savez pas le faire, pouvoir dire, même si, comme le dit Francis David, c'est difficile l'emploi, ce n'est pas pour ça qu'il faut tout accepter. Exact. Vous dites de ne pas tout accepter. Oui. Mais quand on l'impose, quand on vous l'impose et que vous discutez à l'interne et que ça ne marche pas, vous êtes obligé de subir. Comment ça? Expliquez-vous. Vous dites à l'employeur, je n'ai pas la capacité de... Et l'employeur vous dit, vous avez la capacité. Alors faites, c'est ça? Non. On vous l'impose du jour au lendemain, à partir de demain, telle personne va à la caisse. Sans discussion. Sans discussion. Et là, vous voyez un peu que c'est compliqué. Et quand vous êtes dans une boîte, vous savez que les décisions qui tombent du haut sont sans débat. Vous êtes obligé de subir. Et quand vous faites quand vous jouez à la diplomatie à l'interne, et que vous constatez que ceux-mêmes qui peuvent parler au chef ne sont pas habilités, n'ont pas eu ce courage de dire la réalité au chef, ils vous poussent
à subir. Et dans l'exécution, quand les difficultés arrivent, vous subissez comme si c'était votre formation de prédilection. Et c'est ça, je voulais dire, j'ai vu rapidement dans ces propos, et puis je voulais souligner, parce que là, vous faites plus de rendement, et là, il y a la dépréciation du capital humain. C'est ça. Parce que quand vous êtes caissier simplement, c'est un boulot. Oui. Quand vous cumulez à d'autres postes également, c'est encore un autre. Et voilà qu'on ne vous donne pas, vous, le temps. On ne vous donne pas, le temps de vous reposer. Vous allez au boulot du lundi au samedi, même les jours chômés. Vous n'êtes pas rémunéré. Et quand vous ne pouvez même pas réclamer les heures supplémentaires, quand vous réclamez, on vous dit que vous réclamez de trop. Et attendez-vous, quand on vous dit que vous réclamez de trop à la fin de votre contrat, c'est que comme la loi sur l'embauche actuelle leur donne cette prérogative de licencier quand ils le désirent, on met fin à votre contrat. Mais ça, c'est en jouant sur... C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Vous n'inventez pas. Je suis sur un plateau sérieux. Alors, vous dites à votre employeur, vous ne pouvez pas, on vous met la pression. Et quand vous insistez à dire qu'il va falloir revoir les tâches à vous confier, à la fin, on vous paie votre salaire, on vous remet votre contrat. Du jour au lendemain, vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Et quand vous regardez tout ça, vous êtes obligé de dire, bon, je vais le faire avec. Je vais faire avec. Parce que c'est déjà arrivé à d'autres. Parce que c'est déjà arrivé à d'autres. Et que vous êtes dans une boîte où tout le monde sait que, même jusqu'au directeur des ressources humaines, il sait qu'à tout moment, on peut le muter, on peut le renvoyer. Parce qu'il n'y a pas une assurance, parce qu'on se base sur la loi actuelle. Ok. Pour pouvoir licencier à sa guise. Mais Madame Rideau, est-ce que la loi donne tout ce pouvoir vraiment à l'employeur de se réveiller, selon qui se réveille du bon pied, il dit, bon, ok, vous, on continue l'aventure, ou alors, mais écoutez, vous, ça s'arrête tout de suite. C'est vrai ça. Est-ce que les employés aussi ne pêchent pas maîtrise de la portée des tests? Je crois que les responsabilités, elles sont partagées. Elles sont partagées, mais je peux vous rassurer de ce que les employés, pour la plupart de ceux avec qui j'ai eu à échanger et qui se plaignent au jour le jour, beaucoup de ceux-là n'ont jamais pris la loi, se sont assis, la lire du début à la fin. Je ne sais pas pour mon vis-à-vis, mais beaucoup n'ont jamais fait cet exercice. Au surplus, vous savez, lorsque vous êtes dans un environnement et que vous devez faire face à des défis qui ne relèvent pas des décisions que vous prenez, mais qui viennent de la part j'allais dire, de l'employeur, vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Oui, vous essayez d'en parler à l'interne, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Moi, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un syndicat dans votre entreprise? Parce qu'au-delà du délégué du personnel, les employés ont le droit de se constituer en syndicat. Donc, est-ce qu'il y a des syndicats dans votre structure? S'il y a un syndicat, quelle a été la démarche? À quelle confédération centrale est-ce que ce syndicat est affilié? Parfois, quelqu'un vous dira en droit, un arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est pour cela qu'à des moments donnés, on préconise que l'on aille dans la recherche de solutions à l'amiable. À cette question, oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? La question du délégué du personnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, imposé, mais un syndicat, au moins, c'est admis, non? Vous savez que quand je le disais tout à l'heure, je le disais tantôt, je disais que nous sommes lésés et quand on vous impose des choses, il n'y a pas cette structure privée où vous pouvez faire venir un syndicat sans l'accord du boss. C'est le patron qui décide. C'est le patron qui décide. Quand vous faites mistake, et puis des gens ont essayé, les deux personnes qui ont essayé sont dehors. C'est-à-dire, on vous colle quelque chose rapidement pour vous mettre dehors parce que vous devez constituer déjà un peu comme une menace. Comme une menace pour l'entreprise.
parce que vous êtes là, vous devez révéler ce qui se passe à l'interne. Mais quand vous voyez les préjudices des gens qu'on rend invalides, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire... une entreprise ne peut pas décider de rendre les gens invalides. Non, au cours quand je parle des accidents de travail, par exemple, le législateur a prévu des conditions. Quand ça arrive, ce qu'il faut faire, les démarches à adopter. Quand la personne est invalide, c'est attesté par un médecin, et vous dites que celui-là, il n'est plus productif, et à la fin de son contrat, vous le licenciez. C'est un père de famille. Il a des enfants. Mon vis-à-vis a dit tout à l'heure que... votre vis-à-vis, si on prend bien ce point que vous présentez, il y a eu des cas d'accident de travail. Au lieu de s'en occuper, on s'en est débarrassé. Ils se sont débarrassés de ces gens-là. Et quand bien même ils sont partis à la main-d'œuvre, figurez-vous, la main-d'œuvre, elle concilie les deux parties. Et c'est en cas de mésentente qu'on vous renvoie au tribunal. Un inspecteur de travail dit, si tu étais décédé, est-ce que tu serais en train de réclamer de l'argent? Bénis Dieu parce que tu es vivant. Sans régler les problèmes de droit? Sans régler les problèmes de droit. La personne est invalide, il est incapable de soulever une brique de 15. Et vous le licenciez. C'est-à-dire, faire entrer sa propre moto devient une difficulté. L'employeur sait et il le licencie. Et quand vous dites, on dit que vous constituez une menace, et on débarque les huissiers dans votre domicile pour dire que vous avez menacé, que vous devez répondre. Parce qu'on a dit qu'on doit faire entendre acquis de droit dans cette République. Donc on ne voudrait pas que nous parlions parce qu'on doit exhiber beaucoup de choses. Et ça, c'est un petit cas. Quand vous voyez, par exemple, votre vis-à-vis, votre frère qui est brûlé de la tête aux pieds, qui a des séquelles présentement, et qu'on ne dédommage pas, la CNSS... Vous parlez d'un cas d'accident de travail? Oui, qui est brûlure corporelle, visible, et la CNSS n'est même pas au courant. Mais sur nos fiches de paie, on nous défacte l'argent de CNSS. Reste à savoir, est-ce qu'on nous verse à la CNSS? Parce que si c'était le cas, on aurait pu informer la CNSS. La CNSS va jouer son rôle. Parce que c'est tout ça là qui est prévu par le législateur. Et là, quand vous voyez vos prochains qui sont dans ce genre de conditions, on fait des licenciements en masse. On licencie, on décide de faire un licenciement de 9 personnes sans pour autant notifier ce qu'ils ont commis comme faute. Ça fait beaucoup là. Et tout ça, vous portez à l'attention de qui finalement? Ce qu'on entend là? Non, actuellement, vous savez, la loi promulguée en 2017, ça vient de quelque part. Oui. Ce sont nos députés. Je vais faire une petite caricature. Moi, j'appelle les députés mes grands frères. J'appelle le chef de l'État mon papa. Donc, c'est les grands frères qui disent comment est-ce que la maison doit se comporter et le papa valide. Donc, nos députés actuels, les députés du 8e législature ont voté la loi. Et le gouvernement... Si vous parlez de cette loi, ça fait la 7e législature. Voilà, la 7e législature. Ils ont étudié la loi, mais peut-être ils n'ont pas prévu comment est-ce qu'il faut recadrer certains employeurs. Et le président de la République a validé. Ça a été promulgué et puis c'est rentré en vigueur. C'est comme un clin d'œil que vous faites aux députés. On va y arriver, mais avant ces députés, quelles sont les démarches que vous avez eu à faire pour porter ces situations-là à l'attention de qui de droit? Parce qu'on est dans une république quand même. Ne dites pas, vous subissez tout ceci en silence. Vous avez parlé tout à l'heure de la main-d'œuvre. En dehors de la main-d'œuvre, vous avez pu entreprendre d'autres initiatives? Si. J'ai dit tout à l'heure que quand la main-d'œuvre concilie les deux parties, oui. C'est quand ça dépasse la main-d'œuvre qu'on vous envoie au tribunal. Figurez-vous que le 21 janvier 2016, un employé a été licencié
Et la raison de l'employeur, c'est que c'est pour pratique occulte. Quand on le soupçonne de pratique occulte, il a été licencié. Après 11 ans et demi de travail. On le soupçonne? Oui. Pas qu'il y a des preuves? Pas qu'il y a des preuves. On le soupçonne et puis on le licencie. Le dossier est devant nos juridictions depuis 2016 à nos jours. Ça n'a pas connu d'aboutissement. C'est justement là le véritable problème auquel on est confronté quand vous n'avez pas les reins solides, quand vous n'avez pas un pouvoir de décision. Vous êtes beau lésé, mais pour vous faire entendre, c'est la croix et la bannière pour vous. Alors, oui, Mme Miguel Frito, faut-il, sur ces faits-là, penser vraiment en relecture ou appeler plus à de l'humanisme de la part des patrons d'entreprise? Je pense qu'on n'a pas à faire l'aumône. C'est ça. On n'a pas à demander une faveur aux patrons d'entreprise. On a juste à leur demander de respecter la loi telle qu'elle est déjà. Et on a aussi à demander au gouverneur de renforcer le contrôle sur le terrain. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un vide. Et les gens n'ayant pas cette épée de Damoclès sur la tête constamment, certains font ce qu'ils veulent. Quitte à léser les employés, ça ne leur dit rien. Ensuite, c'est d'appeler aussi à la relecture de cette loi. Je le disais tout à l'heure, elle est à l'usure après 4 années de mise en œuvre. Ça fait 4 ans. C'est une loi, vous savez, le travail, la question de travail touche un peu au social, je veux dire, au bien-être des uns et des autres. Et c'est une question tellement sérieuse qu'à mon avis, il faille s'y pencher. Mais j'ai envie de dire, pour finir sur la question, que oui, parfois, vous savez, des employés à l'interne vont faire des actions qui ne vont pas prospérer. À la main d'œuvre, ça ne va pas forcément aboutir. Cela ne signifie pas forcément que tous les inspecteurs de travail sont comme ça. Vous savez, dans un panier, vous allez toujours avoir du bon, mais aussi de l'ivraie. Et ce sont ces ivraies-là, justement, qui viennent ternir l'image, on va dire, de marque de certaines personnes qui s'évertuent chaque jour à donner le meilleur d'elles-mêmes. Et pour chuter définitivement sur la question, je voudrais dire qu'au-delà de ce que les employés souffrent, au-delà des actions qu'ils mènent au sein des entreprises, mais qui ne prospèrent pas, il y a qu'elles n'épuisent pas tous les leviers dont ils disposent. Ce canal, je crois, il est approprié. Et c'est peut-être le lieu de remercier Sika pour l'opportunité que la télévision offre à notre ami pour venir parler, dire haut ce que beaucoup vivent et murmurent tout bas. Donc, au-delà, c'est important pour moi de le dire parce que, vous savez, il disait tout à l'heure, oui, c'est nos grands frères, notre papa qui décide. Excusez-moi, ils ont le pouvoir de décision, mais ce n'est pas eux qui doivent dire ou décider de ce qu'il faut pour notre bien-être. C'est le peuple d'abord qui dit ses aspirations. Et c'est en fonction de cela que nous portons nos choix sur un certain nombre de personnes. Je ne veux pas revenir sur la qualité des députés qui sont là ou qui ne sont pas là, mais tout ça entre dans la balance. Parce qu'à un moment donné, les populations se sentent dissociées. Elles ne se voient plus en adéquation avec les personnes qui sont censées porter leur voix. À partir de ce moment, il y a comme une scission. On ne s'entend plus dans la République. Les uns et les autres font ce qui les enchante, malheureusement aux grandes dames des plus vulnérables. Donc mon cri de cœur va aussi à l'endroit des employés pour qu'ils et elles sachent que lorsque ça ne va pas, vous criez à l'interne, ok, mais sur la place publique, criez aussi. Criez aussi. Et vous avez tellement de voix, de canaux. Vous avez les réseaux sociaux. Vous avez des activistes, vous avez des défenseurs des droits humains qui sont aussi une écoute, une oreille. Parfois, seul, on se sent vulnérable. Mais on ne peut pas non plus actionner un certain nombre de leviers parce qu'on estime que si on prend le devant de la scène, on va davantage nous taper dessus au sein de l'entreprise. Mais vous avez la possibilité de passer par différents canaux pour vous faire entendre, pour même faire venir des gens dans l'entreprise sans qu'on ne sache que c'est vous qui en êtes les instigateurs. Donc, on a tellement de leviers et je crois, comme j'aime à le dire depuis quelques mois,
ma voix, mes droits. Pour moi, c'est important. On me tape dessus, j'ai mal. Personne ne doit pouvoir m'empêcher de crier. Je crie et je crierai parce que j'ai mal. Parce que si je ne crie pas, si ma voix, la portée de ma voix se limite dans l'enclos où je me trouve, le passant qui peut-être a la capacité de me venir en aide ne m'entendra pas et je vais rester végéter dans la situation que je vis. Alors, dans l'épreuve qui est la vôtre, pour ne pas dire les épreuves, on pourrait dénombrer combien d'employés qui vivent ces cas et qui pourraient vraiment témoigner de ce que ça ne va pas et qu'ils aspirent à bien mieux. Actuellement, chez moi, j'ai beaucoup de cas. Je n'ai pas une seule société parce que j'ai eu le temps de mener d'autres enquêtes pour savoir si c'est seulement au sein de moi, mon entreprise, la chose se passe. Et figurez-vous que c'est beaucoup d'entreprises à Cotonou, à Calavi, qui ont des employés qui vivent ce calvaire, mais justement n'ont pas la voie adéquate. Et oui, n'ont pas le chemin idéal pour se faire entendre. Parce que quand vous devez faire les démarches vers un avocat, c'est de l'argent. Et madame disait tout à l'heure que pour se faire entendre, on a ma voix et mes droits. C'est-à-dire que l'employé, il n'a pas oublié qu'il a sa voix, qu'il peut actionner, donc donner de la voix, pour faire entendre ses droits. Quand vous avez une entreprise où le directeur des ressources humaines, je pèse bien mes mots, écrit parce qu'il a licencié quelqu'un de façon très abusive, et que le directeur des ressources humaines écrit: au Bénin, la loi ne protège pas les travailleurs. Surtout à l'arrivée de talent, le travailleur devenait un esclave. Et qui peut rester en CDD à vie. Et qui se prépare même à permettre aux employeurs de payer moins du SMIC. Vous imaginez toutes ces chaînes qui sont en dessous de lui, qui sont rendus esclaves. Oui, mais ça vous empêche de donner de la voix. C'est où le lien? Non, c'est tout porte à croire que la loi qui est ici, c'est elle qui nous rend esclaves. Oui, mais ça, c'est... En fait, monsieur Etoni, si vous permettez, ça, c'est ce que dit le directeur des ressources humaines. Et c'est pourquoi je faisais un bac en arrière tout à l'heure pour dire que lui, il dit ça. Allez lire les tests. Si vous estimez que ce qu'il dit n'est pas en adéquation avec les tests, c'est un écrit, non? Oui. Ça peut s'attaquer. N'est-ce pas? Oui. Ça peut s'attaquer. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les actions, oui, il faut les mener, mais après, il faut essayer de trouver le bon bout. Il faut essayer de trouver le bon bout. Et je parlais tout à l'heure des syndicats. Vous pouvez ne pas appartenir à un syndicat. Vous pouvez ne pas être membre ou affilié à une centrale ou confédération syndicale. Mais à partir du moment où vous êtes un travailleur, vous pouvez porter votre problème vers une centrale ou une confédération. Et je peux vous dire que si vous faites ça et que la centrale ou la confédération ne prend pas action à vos côtés ou ne vous oriente pas, elle peut ne pas, cette centrale ou confédération, prendre action elle-même, mais elle a l'obligation de vous orienter, de vous mettre sur la voie ou de vous dire quoi faire. Donc tout ça, c'est des leviers. Parce que quand vous êtes seul dans l'entreprise, l'employeur, il sait que vous n'êtes affilié à rien. C'est une vulnérabilité pour vous. Et c'est pour cela, justement, que la possibilité et le droit sont donnés à l'employé de pouvoir, aux employés de pouvoir se mettre ensemble. Si je n'ai pas la possibilité parce que les leviers sont restreints dans mon entreprise, vous pouvez même... Heureusement que M. Etondi et Sika TV ont pu offrir cette tribune. Parfois, si vous n'avez pas, vous pouvez lâcher la bombe ou l'information sans forcément apparaître à la télévision ou aller sur une antenne. Et les investigations vont se faire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on gagnerait aujourd'hui à multiplier les sons de cloche, à multiplier la portée de nos voix pour montrer aux gouvernants qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un de façon isolée qui parle de ce sujet. Si tout le monde en parle, c'est parce qu'il y a réellement un problème. Malheureusement, vous avez des employés à qui vous parlez, qui doivent pouvoir s'organiser, mais qui eux-mêmes se résignent. Quand c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez que les gens qui sont en face
ou qui s'investissent dans la défense des droits des autres ou d'eux-mêmes, nous, on n'a pas souvent de marge de manœuvre. Et c'est ça aussi là où la difficulté est grande. Oui, vous savez, quand vous avez parlé, je vous ai compris. Mais quand vous avez un test, c'est la loi dont on parle. À mon humble avis, c'est l'article numéro 13 qui crée problème. Rappelez le contenu. L'article numéro 13 dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Mais toutefois, à partir du 4e terme du contrat à durée déterminée, toute décision de non-renouvellement est précédée d'un préavis établi dans les conditions fixées par la loi. Vous imaginez qu'au 5e renouvellement de CDD, on vous signe un contrat d'1 semaine au Bénin. 5e renouvellement d'un contrat à durée déterminée, on vous signe 1 semaine. Vous voyez un peu comment est-ce que certains se sont pris comme demi-dieux au Bénin. Alors, qu'est-ce que vous suggérez déjà en situation? Que suggérez-vous afin de voir cette situation s'améliorer et non s'aggraver? Non, moi personnellement, je pense que cette loi, comme madame vient de le dire, elle a fait son temps. Et il faut voir les teneurs et aboutissants, les avantages et les inconvénients. On ne souhaite pas de... Moi, je ne propose pas qu'on toilette. Je propose qu'on toilette, mais je ne dis pas de bannir cette loi. Parce qu'il y a des clauses. Je viens de dire au 5e renouvellement, on peut signer un contrat de... On signe un contrat d'1 semaine. Si la loi avait cadré, on ne serait pas là. Mais l'employeur vous dira, parce qu'au regard de cette loi, il y a ce qu'on appelle désormais le travail saisonnier. En fait, c'est difficile à appréhender là, comme on le fait, les cas qu'il évoque. Moi, j'ai du mal, en fait, à me prononcer sur spécifiquement certains cas qu'il évoque, parce que je ne connais pas réellement les termes du contrat de travail qui a été établi. Je ne sais pas quel est le type de contrat qui lie l'individu à son employeur. Je ne sais pas sur quelle base ils se sont entendus au début. Tout ça, en fait, entre en ligne de compte. Donc, c'est difficile pour nous, pour moi, là, tout de suite, d'apprécier, en fait, les différents cas. Et je pense que la démarche que vous menez là, à vous attarder sur la disposition numéro 13 de cette loi, elle n'est pas forcément bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il y a tant d'autres choses. Ce n'est pas seulement le renouvellement sans cesse du contrat de travail qui pose problème. Même les dispositions qui sont bénéfiques, qui vont à l'avantage de l'employé, qui sont là, ne sont pas respectées par tous les employeurs. Donc, on gagnerait aujourd'hui à surfer sur justement tous les aspects de la chose. Relecture, ça c'est l'appel pressant qu'on relise. Et on ne peut pas, à mon sens, faire une relecture de cette loi si on ne consulte pas les employés, mais aussi les employeurs. Parce que, comme je le disais à l'entame, la loi qui régit le travail au Bénin, où l'embauche n'a pas vocation à protéger exclusivement l'employé. Elle a vocation à chercher un équilibre pour que, pendant que l'employé se satisfasse, que l'employeur aussi puisse voir son entreprise prospérer. Donc, c'est de chercher l'équilibre. Et je le dis encore une fois, cette loi, elle est à l'usure. Il faille aller vers sa relecture. Mais en même temps, il faille renforcer le contrôle sur le terrain. Parce que le peu qui existe dedans et qui soit qu'on puisse accepter n'est pas respecté. Mieux, il faille davantage que les employés eux-mêmes soient sensibilisés sur leurs droits, sur pourquoi on estime que oui, je n'ai pas mieux ailleurs, donc je me résigne. Ça, c'est quelque chose fondamentalement, moi, qui me choque. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. En seulement 30 secondes, votre mot pour clôturer cette émission sera quoi? Non, pour vraiment dire, comme je suis une porte-voix des employés, je demande vivement qu'une démarche soit faite, une démarche pressante soit faite sur la situation que vivent les employés actuellement, ceux qui sont encore en fonction.
Parce que ce n'est pas du tout. C'est un chemin de croix qui ne finit pas et qui ne va pas finir. Merci à vous, mesdames, messieurs. Vous avez compris, c'est une émission, on peut dire, coup de cœur. Merci d'avoir été des nôtres. Il n'y a de richesse que d'hommes. Demain, c'est un autre jour pour d'autres plateaux avec le même entrain. À très bientôt.